Cet homme a parcouru plus d'1 million de kilomètres pour mettre au point une nouvelle voiture. Mais son patron estime qu'elle n'est pas encore prête. Voici l'histoire d'une croisade technologique visant à créer une voiture si exceptionnelle que les clients les plus fortunés au monde seront prêts à débourser 1 million d'euros pour l'acquérir. Un défi sans précédent pour l'un des plus grands ingénieurs automobiles de tous les temps. Dans ces locaux qui ressemblent davantage à un studio d'artiste qu'à une usine, un homme inspiré par Léonard de Vinci, un homme qui ne peut réfléchir que dans une atmosphère parfumée, réalise le rêve de sa vie. Construire une voiture qui soit à la fois une merveille de technologie et une œuvre d'art. Mais le concepteur de ce chef-d'œuvre de mécanique est habité par un tel souci de perfection que son projet risque de ne jamais aboutir. Elle porte le nom d'un dieu du vent de la cordillère des Andes. Voici la Pagani Huayra. Le créateur de cette voiture unique est persuadé qu'il aura des clients prêts à débourser 1 million d'euros pour en devenir l'heureux propriétaire. Mais pourquoi au juste ? « 10 heures du matin, des milliers de journalistes et de passionnés d'automobile franchissent les portes du Salon international de Genève. La vedette du salon est la nouvelle voiture d'Horacio Pagani, un bolide d'1 million d'euros. Mais il y a un truc. En dépit des apparences, cette sportive à l'aspect soigné n'est pas terminée. En réalité, malgré de longues années de développement, elle est encore loin d'être au point. Il peut sembler présomptueux d'attendre de ses clients qu'ils dépensent 1 million d'euros pour acheter une voiture qu'ils ne peuvent même pas essayer. Mais pas dans l'univers d'Horacio Pagani. Car sa première création, la Zonda, a stupéfié le monde de l'automobile à sa sortie. Et beaucoup la considèrent comme la meilleure sportive de tous les temps. Aussi, quelques jours après la présentation de son bolide, Pagani, grâce à sa réputation, reçoit les premières commandes. Et tandis que le salon de Genève ferme ses portes, le souci principal de l'équipe de Pagani n'est pas d'enregistrer des commandes, mais bien de terminer la voiture de façon à pouvoir la construire et la livrer. Retour en Italie, où Horacio Pagani développe cette voiture depuis plus de 8 ans. Dans sa quête de la perfection, il n'a pas l'intention de faire les choses à la hâte. Bonjour, bienvenue chez nous. Horacio a conçu lui-même sa petite usine, ou son atelier comme il préfère l'appeler. L'usine comprend une aire d'assemblage, une aire de fabrication des pièces et un bureau d'études, le tout sous un même toit. Ici, les voitures ne sont pas assemblées par des robots. Les orfèvres de Pagani fabriquent à la main des bijoux technologiques. Au cours des 10 dernières années, ils ont produit une par une 150 voitures. À présent, ils s'apprêtent à lancer la production de la nouvelle, dès que le patron leur donnera le feu vert. Mais il faudra d'abord que cet homme ait terminé son travail. À 800 km de là, en Allemagne, il a encore du pain sur la planche. En effet, avant que les premiers clients ne puissent conduire le bolide, il faut d'abord dompter ce monstre de puissance. En 2 ans, Davide Testi a parcouru l'équivalent de 25 fois le tour de la Terre au volant de plusieurs de ses prototypes. J'ai roulé 1 million de kilomètres dans la voiture à 1 million d'euros. Suivez-moi. Voici mon bureau. Aujourd'hui, 6 mois après le salon de Genève, Davide teste pour la première fois un nouvel élément vital de la voiture, le programme ESP, ou contrôle électronique de stabilité, qui assure à la voiture une sécurité maximale.
Au-delà du contrôle de trajectoire et de l'anti-blocage des roues, le système a un rôle d'assistance au conducteur et peut même prendre brièvement le contrôle du véhicule pour le maintenir sur la chaussée. Je prends ce virage serré en accélérant franchement. Et l'ESP, ça m'aide à corriger la trajectoire pour rester sur la route. Mais adapter ce système futuriste au bolide de Pagani ne sera pas une tâche facile. Face à ces 730 chevaux de puissance pour un poids d'ensemble très modeste, même un pilote de course comme Davide doit faire preuve de respect. Une puissance de 700 chevaux avec un couple moteur de 1000 Nm, c'est proprement monstrueux. C'est un défi passionnant. Mais le constructeur met la pression sur Davide pour qu'il termine rapidement sa mission. Au mois d'octobre, le service des ventes a déjà reçu 60 commandes pour cette nouvelle voiture. La fameuse voiture à 1 million d'euros. Il faudra des années pour construire tous ces véhicules. Par conséquent, bien que les essais ne soient pas terminés, Horacio accepte enfin de lancer la production. Dans l'atelier d'assemblage commence alors un nouveau chapitre pour l'équipe des mécaniciens. Leur première tâche consiste à se familiariser avec les nouvelles pièces. Tout ce que vous voyez ici a été préparé par nos magasiniers. Voici une unité de contrôle et un ABS. Ça, ce sont des écrous de roues monoloques. Et voilà les bras de suspension. Vous pouvez constater que ces pièces ont chacune un numéro de série et sont marquées du logo de la marque. Chaque pièce est soignée dans les moindres détails, ce sont des œuvres d'art. Pour Dave Lambert, qui travaille ici depuis longtemps, cette journée est un peu déstabilisante. Tout est nouveau pour nous. J'ai quand même un pincement au cœur parce que je m'étais habitué à assembler la Zonda pendant 9 mois. Là, tout est entièrement nouveau. C'est un peu comme si on commençait un nouveau boulot. Les pièces seront assemblées sur la structure grâce à 1200 boulons en titane, pour un coût total de 96 000 €, ce qui excède largement le prix moyen d'une voiture complète. Mais il n'existe aucun manuel pour construire ce nouveau modèle. Dave et son équipe sont donc contraints d'inventer leur propre méthode au fil de l'assemblage. La première partie du travail consiste à assembler les châssis avant et arrière. Les deux châssis sont des structures légères, composées d'un acier hyper résistant appelé chromoly. Ils seront ensuite boulonnés à l'avant et à l'arrière de l'habitacle. Et ensuite, les parties mécaniques les plus lourdes seront fixées sur les châssis, y compris le système ESP de contrôle de stabilité. Mais par quoi faut-il commencer? Je crois qu'il faut monter ça en premier. On vient de comprendre qu'il vaut peut-être mieux monter l'ABS avant la crémaillère de direction. Ça facilite la vie. Pendant que Dave cherche des solutions, Horacio n'est jamais très loin. Il garde un œil attentif sur la naissance de sa dernière création. Le problème avec Horacio, c'est qu'il débarque toujours dans l'atelier au moment où on s'apprête à aller déjeuner. Mais Dave n'a pas à s'inquiéter. Horacio n'est pas particulièrement pressé, car bien qu'il ait accepté de démarrer la production, aucune voiture ne sera complètement assemblée et livrée avant que ses performances ne soient parfaites. Horacio rêve de construire une voiture qui ait une double personnalité. D'un côté, une machine fougueuse capable de procurer des sensations fortes. Et de l'autre, une voiture plus confortable que l'on peut utiliser au quotidien pour conduire ses enfants à l'école ou faire une balade à la campagne. C'est là qu'intervient le système de contrôle ESP. Il est la clé de la création de cette divinité à deux têtes. Davide doit régler le système selon deux modes bien distincts. D'abord, le mode sport. En ligne droite sur une route dont une partie est mouillée et l'autre sèche, le pilote effectue sans problème de spectaculaires tête à queue, sans perdre totalement le contrôle du véhicule. C'est le rêve de gosse de tout pilote de course.
C'est fou! Oui, on ne sait jamais comment ça va fonctionner. Mais si l'on passe en mode normal, le système active le contrôle intégral de trajectoire et l'anti-blocage de sécurité. C'est un peu comme si le cerveau de Davide était connecté à la voiture, évitant ainsi quasiment tout risque de perte de contrôle. La voiture se comporte vraiment bien. Elle est très stable. Et le système ESP est très utile. Il m'aide en ce moment même en effectuant de légères corrections de trajectoire. Le nouvel élément du système ESP est le contrôle de stabilité. En virage, il peut appliquer une pression de freinage différente pour chacune des 4 roues, ce qui permet des virages plus serrés. Mais le système est aussi activé automatiquement si les capteurs de la voiture lui indiquent que vous perdez le contrôle. Ce n'est pas une garantie absolue contre les accidents, mais l'idée est là. Les gens qui ont travaillé sur la voiture ont fait du bon boulot. Regardez ça. Pas mal. Pour le moment, je trouve que Michael a fait du bon boulot. En 2 heures d'essai, Davide a usé un train de pneus à 4 200 €. Et il en usera probablement bien d'autres. Le pilote est peut-être satisfait du nouveau système tel qu'il est, mais il sait d'expérience que son patron, dans sa quête de la perfection absolue, pourrait bien lui demander d'effectuer un nouveau tour du monde. Tous les matins, à l'atelier, le travail commence à 7h30 précise. Mais Horacio ne craint pas d'arriver en retard. En effet, sa maison est située dans le périmètre de l'usine. Son travail l'habite jour et nuit. Animé par une passion sans borne pour les voitures, le designer n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. En 2003, malgré les ventes records de sa précédente voiture, il informe son équipe qu'il est temps de relever un nouveau défi. Un projet si ambitieux qu'il met en jeu sa réputation et l'avenir de l'entreprise. Pour Horacio, la voiture idéale doit être dotée d'une mécanique d'exception, être puissante et rapide, mais elle doit aussi avoir un côté féminin, plus doux. Avant tout, cette nouvelle voiture qui tient son nom d'un dieu du vent à 2 têtes doit séduire nos sens, créer une émotion intense digne d'une voiture d'1 million d'euros. C'est le but de notre mission. Nous voulons redécouvrir ce qui provoque suffisamment d'émotion chez un client pour qu'il dépense plus d'1 million d'euros dans l'acquisition de ce qui n'est, somme toute, qu'une voiture. Alors qu'il existe bien d'autres voitures qui offrent tout et qui coûtent 40 fois moins cher que la nôtre. Pour Horacio, cette émotion naît d'un savant mélange entre esthétique et technologie. Une philosophie nourrie depuis toujours par sa fascination pour Léonard de Vinci. En lisant un article sur Léonard de Vinci, j'ai trouvé une citation intéressante du peintre. Il affirme que l'art et la science peuvent marcher main dans la main. Ça a été pour moi comme une révélation, comme une fenêtre qui s'ouvrait. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la voie que je voulais suivre. Dans le bureau d'études, Horacio demande à son équipe de jeunes designers de créer les plans de 4700 pièces. Bon nombre d'entre elles sont redessinées des dizaines de fois, jusqu'à ce que le patron soit satisfait. Quand j'ai commencé à travailler dans cette entreprise, le concept fondamental que Pagani m'a transmis, c'est sa philosophie du travail et sa philosophie de la création. À ses yeux, il est primordial qu'un objet soit à la fois beau et fonctionnel. Inspiré par la pensée de Léonard de Vinci, Horacio veut faire en sorte que chacune de ces 4700 pièces ne soit pas seulement de superbes réalisations technologiques, faites des meilleurs matériaux disponibles. Le moindre boulon, le moindre support doivent en eux-mêmes être des œuvres d'art.
Davide Pizzo a donc été contraint d'apprendre rapidement à penser à la fois comme un ingénieur et comme un artiste. À commencer par l'allure générale de la voiture. Celle-ci s'inspire d'un bel exemple d'harmonie entre forme et fonction, l'aile d'avion. Pagani a donc imaginé une ellipse à l'arrière et une ellipse à l'avant, reliées entre elles. Ceci représente la carrosserie de la voiture et sur les flancs, on découpe les passages de roues. C'est à partir de ce simple croquis que commence le long cheminement jusqu'au design définitif. Les premières ébauches sur ordinateur donnent naissance à une série de maquettes, puis à un modèle en bois grandeur nature. Pagani nous a demandé de dégager complètement la zone de finition. Nous avons donc sorti les machines et les chariots, puis il a placé la voiture au milieu de la pièce. Je me souviens qu'il a passé des heures et des heures accroupi à divers endroits autour de la voiture, parce qu'il voulait comprendre sa forme sous tous les angles possibles. Ce n'est qu'en examinant un modèle à l'échelle 1 que l'on peut avoir une vue d'ensemble des formes et des lignes de la voiture. Cette ligne, par exemple, sur laquelle nous travaillons depuis longtemps, devrait être plus marquée. À chaque étape de la conception, Davide et l'équipe de design doivent anticiper la façon dont chaque petit changement affecte l'allure de la voiture et son aérodynamisme. Telle une soufflerie virtuelle, ces modèles en 3D simulent la circulation de l'air en soulignant les zones de traînée et d'appui aérodynamique. Les résultats peuvent ensuite être confirmés dans une véritable soufflerie. Pour obtenir les meilleures performances, il faut augmenter au maximum l'appui et réduire la traînée. Pour Horacio, le problème est que la plupart des voitures performantes se procurent l'appui aérodynamique nécessaire grâce à ce qu'il considère comme un compromis de taille, un aileron arrière ou spoiler. Celle-ci ne fait pas exception. À grande vitesse, son énorme aileron arrière colle littéralement la voiture à la route. Mais Horacio veut que sa nouvelle voiture idéale ait des lignes parfaitement pures. Pour ce faire, il jette au feu le manuel d'aérodynamisme de la voiture de sport. La solution qu'il choisit, si elle donne satisfaction, sera digne de Léonard de Vinci. À l'image de la voiture elle-même, inspirée d'une aile d'avion, Horacio a conçu un système de 4 volets aérodynamiques indépendants. Et pour tester son invention, l'un des circuits les plus rapides de la planète est tout à fait approprié. Les 4 volets sont contrôlés automatiquement par l'ordinateur de bord. Ils permettent d'augmenter l'appui aérodynamique seulement si nécessaire. On peut obtenir un appui aérodynamique à l'aide d'un spoiler ou d'un aileron. Mais le problème est que ces dispositifs sont fixés de façon permanente à la voiture. Le système d'aérodynamique active d'Horacio offre une alternative à ce compromis. Tandis que le nouveau bolide s'élance comme une fusée sur la grande ligne droite, les volets sont maintenus en position basse. Cela réduit la traînée et facilite l'accélération. La faible traînée aérodynamique permet ainsi d'atteindre la vitesse maximale de 370 km/h. Mais si la vitesse est capitale ici, à Monza, il est tout aussi important de pouvoir ralentir le plus rapidement possible. Aussi, dès que Davide enfonce la pédale de frein, les volets sortent automatiquement. Comme les flaps d'une aile d'avion, ils augmentent subitement la traînée et l'appui aérodynamique, de manière à tirer le meilleur parti des pneumatiques. Mais c'est dans les virages que le système donne tout son rendement, chacun des 4 volets étant contrôlé de façon indépendante.
Dans une courbe prise à grande vitesse, une voiture tente à partir en roulis. Le poids du véhicule est reporté sur l'extérieur et les pneus intérieurs perdent de l'adhérence. Il faut alors ralentir ou l'on part en tête à queue. Le système d'aérodynamique active conçu par Horacio permet de résoudre le problème de façon très efficace. Quand la voiture amorce un virage à grande vitesse, les 4 volets se soulèvent afin d'augmenter l'appui aérodynamique et l'adhérence. Mais les volets intérieurs s'inclinent davantage pour contrebalancer la tendance au roulis. Cela rend la manœuvre beaucoup plus sûre et aussi beaucoup plus rapide. Si elle est généralisée, cette innovation pourrait révolutionner l'allure de toutes les voitures de sport de la prochaine génération. Cette solution technique, préférable au spoiler arrière, confère au véhicule des lignes fluides et pures, si chères à Horacio. Un parfait exemple du mariage entre esthétique et technologie. Une philosophie que le designer cultive depuis l'enfance. Fils d'un boulanger argentin, Horacio rêve pendant toute son enfance de construire des bolides en Italie. En 1984, il décroche un emploi chez Lamborghini et s'installe à Modène. Là, il devient rapidement un spécialiste d'un nouveau matériau utilisé dans l'aérospatiale et qui équipe pour la première fois des voitures de sport. Avec le temps, je me suis familiarisé avec la fibre de carbone, un matériau de haute technologie. Évidemment, au début, j'avais l'impression que cela venait tout droit de l'espace. Lorsqu'il fonde son entreprise en 1991, Horacio commence par concevoir et fabriquer des matériaux composites pour l'industrie. Ces matériaux ont un rapport poids-résistance inégalable et permettent de produire toutes sortes d'objets extraordinaires. Horacio doit donc rester un spécialiste mondial de la fibre de carbone s'il veut créer une voiture en tout point parfaite. Aujourd'hui, c'est l'un des plus fidèles protégés d'Horacio qui a la charge de maintenir ces matériaux composites à la pointe du progrès. J'aime bien travailler avec la fibre de carbone, car c'est un très beau matériau. Roberto a pour mission de produire les meilleurs matériaux composites au monde. A commencer par une fibre souple unique, fabriquée en exclusivité pour cette voiture. Des fils de carbone provenant du Japon sont tissés en Allemagne, puis trempés dans la résine en Italie. La marque est la seule à en connaître la recette complète. Au final, on obtient une fibre de carbone unique. Dans un atelier qui ressemble à celui d'un grand tailleur londonien, Roberto applique la fibre sur des moules. L'opération a l'air simple. Mais sa réussite exige de procéder avec une extrême minutie. Ensuite, chaque pièce est emballée sous vide avant de passer au four. Voici l'autoclave, qui est un vieil ami à moi. En fait, sans cette machine, nous ne pourrions pas produire notre magnifique voiture. Tel un grand chef de cuisine, Roberto connaît précisément le temps de cuisson, la pression et la température nécessaires pour durcir chaque pièce. Après 2 heures dans le four à 135 degrés Celsius, celles-ci sont cuites à la perfection. Roberto examine chaque pièce qui sort du four, et si elle passe l'inspection avec succès, elle est envoyée dans l'endroit le plus dangereux de l'usine, l'atelier de ponçage. Alessio, l'opérateur, doit porter une combinaison étanche et un masque à oxygène pour ne pas inhaler les particules de carbone potentiellement mortelles. Avant d'être peints, les éléments en fibre de carbone sont fixés sur la structure de l'un des premiers modèles destinés à la vente. Cette étape standard permet de vérifier que les pièces s'ajustent correctement. Mais ici, il y a une différence. C'est là que le travail soigné de Roberto porte ses fruits, car les stries de chaque élément en fibre de carbone doivent être parfaitement alignées. Si ce n'est pas le cas, la pièce est mise au rebut. Le résultat est de si bonne qualité qu'un grand nombre de clients préfèrent garder une partie de la carrosserie en fibre de carbone polie, sans peinture.
Et bien sûr, Horacio contrôle chaque pièce, qui doit être un chef-d'œuvre d'esthétique et de technologie, avec la rigidité, le poids et la forme voulue. Cette pièce est le support inférieur du siège. C'est un élément dont Pagani est très satisfait. Si un jour, un client fait tomber une pièce de monnaie sous le siège et qu'il regarde dessous, il découvrira un support d'une grande beauté. La surveillance rapprochée d'Horacio le perfectionniste est compréhensible. Mais pour assembler cette voiture, il va devoir compter sur des dizaines de sous-traitants qui fabriqueront les 95% restants des pièces. Mais il ne peut pas exercer le même contrôle sur eux, à moins que... À l'autre bout de la ville se trouve une usine d'aluminium. Il y a 10 ans, ses dirigeants ont décidé de tenter de décrocher un contrat avec la marque. Sans savoir dans quoi ils se lançaient exactement, ni à quel point cela bouleverserait leur vie. En premier lieu, celle de cet homme. Bienvenue chez Aspa. Nous sommes ici dans notre vieille usine, où nous fabriquons des pièces pour l'aéronautique, des pièces pour l'industrie nautique, ainsi que d'autres produits. L'usine est rentable et fonctionnelle, mais elle est également sale, bruyante, et on y respire de mauvaises odeurs. Ce n'est pas vraiment l'idée que la marque se fait d'un site de production. Mais ceci y ressemble beaucoup plus. Voici notre nouvelle usine. Afin de convaincre Horacio qu'elle était l'entreprise la mieux placée pour fabriquer ses pièces en aluminium, Aspa a construit un site de production indépendant à côté de l'usine principale. Le site bénéficie d'un équipement ultramoderne en termes de machines, d'éclairage, de climatisation et d'environnement stérile. Nous apportons une attention à la propreté encore plus grande que dans l'ancienne usine, de manière à produire les pièces de qualité que les clients attendent de nous, en particulier Pagani. En tant que collaborateur d'Horacio, Maurizio doit se joindre à sa quête de la perfection. Quand la marque conçoit une pièce, Aspa doit s'arranger pour la fabriquer à partir d'un seul bloc d'aluminium. Cela paraît simple, pas avec Horacio. Dès les premières études, la mise au point de ce moyeu de roue en 2 parties se révéla très laborieuse. Quand la première pièce a été fabriquée, après 1 an de recherche et de travail, Pagani a eu des réserves. Je n'étais pas convaincu par le résultat. Il y avait beaucoup de boulons, beaucoup d'éléments et de pièces diverses qui risquaient de se casser. Et d'un point de vue esthétique, j'estimais qu'on pouvait faire mieux. Les 2 entreprises se mettent alors à collaborer pour développer un nouveau moyeu en une seule pièce. Aujourd'hui, le résultat final paraît assez simple. Mais il a demandé beaucoup de recherche et près d'1 an de fabrication. Cela n'a pas été facile d'obtenir ce résultat. Cela n'a peut-être pas été facile, mais la pièce finale combine astucieusement 2 éléments en un, permet de gagner du poids et coûte moins cher à fabriquer. Et aux yeux d'Horacio, elle est digne d'être exposée dans une galerie d'art. Cela dit, si l'on applique cette méthode à 260 composants différents, l'entreprise a du pain sur la planche. Horacio a fait de ses sous-traitants ses collaborateurs et non ses fournisseurs. De plus, il leur a permis de progresser. Le site construit spécialement pour la marque a attiré plus d'une 15aine de nouveaux clients et les affaires sont florissantes. Horacio juge essentiel de n'accepter aucun compromis pour mettre au point sa voiture parfaite. Il s'est donc constitué un réseau international de collaborateurs de confiance qui travaillent avec lui au développement des pneus, du moteur et de la boîte de vitesse de sa voiture, ce qui représente en tout plus de 95% du véhicule. Pour les intérieurs en cuir, il a choisi une petite entreprise située près de Turin qu'il sentait prête à sortir des sentiers battus. Elle produit de façon artisanale des cuirs de luxe qui équipent depuis des dizaines d'années des voitures, des jets privés et même des hélicoptères. Dans cet atelier, Horacio a trouvé son âme sœur.
Il est très important pour nous de travailler avec Pagani, mais c'est aussi un challenge. C'est difficile de réaliser ce qu'il veut, parce que c'est quelqu'un d'unique, qui s'efforce toujours d'aller plus haut. Avec lui, il n'y a pas de place pour l'erreur. La sellerie en cuir doit elle aussi éveiller les sens du conducteur. Sa vue, son toucher et même son odorat. Dès le premier entretien, Horacio est donc bien décidé à exiger le maximum de Silvio. Avant leur arrivée, j'ai pulvérisé un parfum d'herbe fraîchement coupée, comme lorsqu'on vient de tondre du gazon. C'était une petite astuce pour élever le niveau de la conversation, et aussi pour que nos âmes prennent de la hauteur. De la hauteur, il en fallait effectivement pour que l'équipe accepte de relever l'impossible défi lancé par Horacio, en ajoutant une touche de féminité. Pour leur expliquer ce que j'attendais d'eux, je leur ai montré un sac à main. Ce n'était pas approprié à l'usage quotidien d'un cuir de voiture. Ce dernier doit posséder une grande durabilité. Ils se sont arrachés les cheveux et m'ont dit que c'était impossible. Ils ne pouvaient pas rendre un cuir aussi souple, assez résistant pour équiper une voiture. Il a fallu plus d'1 an à l'entreprise pour trouver une solution. Après des centaines de tests dans une tannerie, elle a finalement réussi à produire un cuir aussi doux qu'un sac à main, mais suffisamment solide au goût de Silvio. Au rez-de-chaussée, le cuir est posé sur des éléments complexes fabriqués à Modène. Sièges en fibre de carbone, panneaux latéraux et planches de bord. Les techniciens fixent des rembourrages en mousse sur les pièces et les mettent en forme. Puis, les peaux sont soigneusement ajustées sur les éléments, presque comme si elles retournaient sur l'animal dont elles proviennent. Elles sont fixées à l'aide d'une colle spéciale. Lorsque la peau est parfaitement en place, la colle est durcie au sèche-cheveux. Après tout ce travail, je crois que nous avons atteint le niveau de qualité exigé. Nous sommes satisfaits du produit. Et je pense que Pagani le sera aussi. À vrai dire, Horacio est tellement content du travail de ses collaborateurs qu'il a décidé d'exposer leurs pièces comme autant de trophées dans sa galerie d'art des pièces détachées. Horacio les considère peut-être comme sa collection d'œuvres d'art, mais Dave Lambert a hâte de les prendre pour les monter sur la nouvelle voiture qu'il est en train d'assembler. Les suspensions sont les premières pièces en aluminium à être assemblées. Ce sont des suspensions à double delta, qui équipent les voitures de course et allient gain de poids, performance et esthétique. Ces suspensions ont d'abord été développées pour la Zonda R, le modèle de compétition. Elles sont presque identiques à celles de la Zonda R. Une fois toutes les parties mécaniques en place, les châssis peuvent être fixés à la cellule de survie, un élément crucial dans la conception de ce bolide aux performances extrêmes. La cellule de survie est une coque rigide qui protège les occupants de la voiture. Composée de fibres de carbone hyper résistantes, elle est renforcée par des fils de titane. Mais elle n'est fixée aux 2 châssis que par 8 boulons en titane. Voici un des boulons du châssis. Des boulons qui sont conçus pour se briser si nécessaire. En cas de collision frontale, les châssis en acier chromoly se froissent à l'impact, absorbant ainsi l'énergie du choc comme le font la plupart des voitures. Mais Horacio sait qu'il est parfois plus difficile de survivre à un choc latéral. Aussi, en cas de collision latérale à grande vitesse, les 8 boulons en titane cèdent. Tout le châssis arrière se sépare alors de la voiture, en dispersant une énorme quantité d'énergie. Cela confère de bien meilleures chances de survie aux passagers, protégés par la coque en fibre de carbone renforcée au titane. Nouvelle journée et nouveau jouet pour l'équipe d'assemblage. Il s'agit d'un moteur V12, flambant neuf, développant 730 chevaux de puissance. Mais il tire ses performances d'un dispositif que la plupart des fans de la marque ne s'attendent peut-être pas à voir sous le capot. Un double turbo.
Le moteur turbo est le moyen le plus efficace pour produire l'énorme puissance qu'Horacio entend donner à sa voiture. Et il permettra à son modèle d'être homologué et vendu dans tous les pays du monde. Mais les moteurs turbo ont de gros inconvénients. La marque s'est fait un nom grâce à son modèle précédent, une voiture munie d'un moteur atmosphérique. La fougue de celui-ci n'a d'égal que son rugissement caractéristique. Des qualités que l'on associe rarement au moteur turbo. Davide Testi a donc consacré une bonne partie de ses millions de kilomètres d'essais à adapter le moteur au poids plume de ce nouveau modèle. Les améliorations apportées au système de refroidissement, au système de gestion du moteur et aux turbos eux-mêmes confèrent à la voiture une puissance phénoménale, mais tout à fait contrôlable. Nous sommes parvenus à un excellent compromis, à un résultat optimal, je dirais. Car malgré ses 1000 Nm de couple, le moteur est gérable, facile à conduire. C'est vraiment un moteur fantastique. Mais il reste un problème de taille à résoudre. Les moteurs turbo sont connus pour leur bruit sans consistance, proche du gémissement. Et ce n'est pas ce que l'on est en droit d'attendre d'une supercar. Alors, pour relever cet ultime défi dans sa quête de la voiture parfaite, Horacio est parti à la recherche d'un talent particulier. Celui d'un homme capable de sculpter le bruit, un maître dans l'art obscur des pots d'échappement. Il a sonné à notre porte et il a dit « Bonjour, je suis Horacio Pagani ». Nous nous sommes rencontrés ici et ça a été un entretien formidable. Nous nous sommes tout de suite entendus. Il aime la technologie autant que moi, en particulier les beaux objets qu'elle permet de créer. Ainsi, Martin et son équipe ont relevé l'immense défi qui consiste à donner un son noble à un moteur turbo. Un turbocompresseur est un dispositif très efficace pour augmenter la puissance d'un moteur. Une turbine, animée par la vitesse des gaz d'échappement, entraîne une autre turbine qui augmente la pression des gaz admis et par conséquent la puissance du moteur. Mais le problème est que le turbocompresseur brise le flux des gaz d'échappement et étouffe le merveilleux bruit sourd du moteur V12. C'est comme si on se bouchait le nez. Ça empêche le son de voyager comme il le fait à l'intérieur d'un moteur atmosphérique. La spécialité de Martin Egele est de donner un joli son au moteur. Mais pour réussir ce pari, il va devoir faire preuve d'ingéniosité. Par chance, il a un plan. Toutes les pièces que vous voyez ici sont accordées à l'acoustique du moteur. C'est ce qui détermine son bruit. Comme lorsqu'on accorde un instrument, un corps par exemple. Ces pots d'échappement fabriqués à la main n'ont rien de commun avec les collecteurs en acier qui équipent les voitures ordinaires. Ceux-ci sont constitués de titane ultra léger et d'un alliage résistant à la chaleur utilisé dans l'aérospatiale, l'Iconel 6. Souvent de forme complexe, un grand nombre de pièces créées par Martin exigent un procédé de fabrication ingénieux appelé hydroforming. Le silencieux est fabriqué de la manière suivante. Le technicien remplit d'eau un tuyau droit, puis le place dans un moule à l'intérieur d'une presse hydraulique. Il pousse ensuite jusqu'à 1500 bars la pression de l'eau à l'intérieur du tube. La pièce en titane d'1 millimètre d'épaisseur prend alors la forme désirée. C'est une forme très naturelle. Très naturelle et très stable. Si on le soupèse, on s'aperçoit que ce n'est pas plus lourd que du plastique. C'est un bel objet. Pourtant, Martin a encore un tour dans sa manche pour améliorer le silencieux. Une astuce qui nécessite simplement un vieux four poussiéreux. Pas de produits chimiques ni d'additifs, juste de la chaleur et un timing précis. Ça ressemble à un tour de magie, mais c'est un procédé naturel. Martin est persuadé qu'une fois assemblés, les 14 segments du pot d'échappement produiront une musique turbocompressée des plus émouvantes. Tout d'abord, il divise la sortie d'échappement de chaque turbo en 2 tubes distincts, ce qui adoucit la qualité du son.
Le bruit passe ensuite dans les silencieux, qui ne sont pas des silencieux, mais le contraire, à savoir des chambres d'écho qui amplifient le son. Martin a taillé une petite fente à l'intérieur, comme le biseau d'une flûte. L'air qui passe désormais librement dans le conduit génère un rugissement. Comme toujours, le premier à vérifier si cet ingénieux design fonctionne est Davide Testi. Quand on conduit ce modèle pour la première fois, on a vraiment la sensation d'être assis dans une machine impressionnante. Avec le bruit des turbos, quand on ferme les yeux, on se croirait à bord d'un avion qui s'apprête à décoller. C'est vraiment incroyable. Martin a donné à la voiture d'Horacio, inspirée d'une aile d'avion, le rugissement approprié d'un moteur de jet. Une fois les pots d'échappement livrés, Dave et son équipe disposent de toutes les pièces nécessaires pour terminer les premières voitures commercialisées. Un convertisseur catalytique est fixé sur la sortie des 2 turbocompresseurs. Puis, les mécaniciens posent le reste du système d'échappement. Sur le châssis, les électriciens installent le circuit électrique, véritable système nerveux de la voiture. Le travail à l'intérieur de l'habitacle peut maintenant commencer. On pose les panneaux en fibre de carbone poli et la sellerie en cuir de Turin, qui répond exactement aux spécifications du client. Enfin, l'équipe assemble les éléments de carrosserie en fibre de carbone fabriqués par Roberto. Le capot, les portières et les ailes. Après 3 semaines de travail, l'assemblage est achevé et une nouvelle voiture voit le jour. C'est le moment pour Davide de faire un dernier essai pour voir si la tâche herculéenne qui lui a fait parcourir 25 fois le tour de la Terre est bien terminée. Avec la puissance du moteur turbo, des pots d'échappement au son unique, une aérodynamique exceptionnelle, une électronique de pointe et les meilleurs pneus, Davide ressent-il les mêmes sensations qu'un pilote de jet au décollage? Je pousse un grand soupir de soulagement. Disons que nous sommes vraiment très satisfaits. Je pense que cette voiture est la digne héritière de la Zonda. L'homme aux millions de kilomètres estime que son travail est terminé. Mais son patron est-il de cet avis? Est-il enfin satisfait de ces lignes qu'il a étudiées pendant tant d'années? Il a fallu du temps, beaucoup de temps, des années de développement des matériaux pour atteindre enfin ce niveau de perfection. Ces détails, ces lignes extérieures. Alors, tout est-il maintenant parfait dans les moindres détails? Le compartiment à bagages personnalisé? Les prises d'air qui évoquent un avion supersonique? Les rétroviseurs dont la forme s'inspire d'un œil de femme? La fibre de carbone ajustée comme un costume sur mesure? Le cuir qui orne l'intérieur aussi doux qu'un sac à main? Le levier de vitesse en aluminium? Les boutons qui rappellent les touches d'une clarinette? Les cadrans fabriqués par un grand horloger suisse? Toutes les pièces sont d'abord usinées puis finies à la main. Parce que les mains de l'artiste procurent une valeur ajoutée que la machine, malgré sa précision, ne peut donner. Ainsi, après 8 longues années de développement, plus d'1 million de kilomètres parcourus, une conception 100 fois revue, c'est l'heure de vérité. Le moment où Horacio doit dire si son chef-d'œuvre est achevé et s'il est prêt à partager sa création avec le reste du monde. Ses 60 clients auront-ils enfin leur voiture? Ou bien la quête de la perfection est-elle une route sans fin?